Je pense que dans notre petite commune, il y a eu des soupçons. Il y a même eu des enfants qui, il y a de très longues années, il y a une dizaine d'années, ont révélé des faits à leurs parents. Dans un tout petit village de 1800 habitants, nous avons un nombre incalculable d'enfants qui sont adolescents, qui sont adultes maintenant, qui ont eu des perturbations psychologiques qu'on n'a jamais expliquées. Ceci concernant uniquement les garçons, ça n'a jamais été expliqué. Les soupçons avaient été gommés par une forme d'honorabilité, une forme de bonté qu'affichait cet instituteur dans un tout petit village où tout semblait respirer le bonheur. Le choc était d'autant plus important que j'étais, avec mon mari, très amie avec celui qui, en fin de compte, a été un abuseur d'enfants. C'est lui-même, d'ailleurs, qui m'a téléphoné pour me dire qu'il était accusé d'agression sexuelle. Donc, avec plusieurs personnes que je connaissais, nous avons constitué un comité pour l'aider. Je m'étais même posé la question, mais comment se fait-il qu'on ait pu porter plainte pour un geste aussi banal? C'était simplement, il passait la main dans le dos. Et ça me semblait très banal à ce moment-là. C'est après que les choses se sont aggravées. J'ai encore beaucoup de souffrance, alors que ça fait à peu près un an que tout cela s'est passé. Les révélations ont été de plus en plus douloureuses et elles sont arrivées à ce point qui nous a terriblement fait souffrir. C'est que quand nous avons posé la question à Romain, puisqu'il ne s'agissait plus de la main dans le dos du tout, mais depuis combien de temps ça s'est arrivé, il m'a dit depuis que je suis tout petit. Et là, nous avons interrogé notre tout petit garçon qui avait à ce moment-là 4 ans et demi et qui nous a dit qu'il faisait ça aussi avec lui. Et bon, ça a été très dur. Il faut savoir que j'ai perdu un enfant et la douleur de savoir que cet homme avait agressé mon tout petit garçon a été aussi forte que quand j'ai perdu mon enfant. C'est-à-dire que cet instituteur s'est livré à ses attouchements pendant 20 ans sur des enfants au même endroit et que pour que cela ait pu perdurer aussi longtemps, il a bien fallu qu'il y ait une manipulation extraordinaire des adultes et des enfants par conséquent. C'est-à-dire que l'enfant, même s'il voulait émettre des signes, ne pouvait pas être entendu, il se retournait vers l'adulte qui le renvoyait vers l'instituteur en lui disant « mais va, c'est un bon instituteur, c'est un excellent pédagogue ». Ma fille s'est effondrée sur le chemin de l'école en disant « je ne veux pas y aller, je veux retourner à l'école à Paris avec Anne-Marie ». Donc le lendemain, assez bouleversée, je vais voir l'instituteur et je lui raconte ce qui se passe. Et à ce moment-là, il me regarde et il me dit « mais madame, c'est normal qu'en CP, les enfants fassent pipi au lit et des cauchemars toutes les nuits ». Et vraiment, cette phrase a fait une espèce de bombe dans ma tête. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et les premières révélations ont suivi extrêmement rapidement cette parole que je trouvais insensée de la part de l'instituteur. Bon, c'était une époque où je travaillais beaucoup. Je n'étais pas du tout dans l'école. Je venais assez peu ni à l'entrée ni à la sortie. Et je faisais une confiance absolue au système scolaire. Effectivement, il avait des méthodes très particulières d'enseignement qui donnaient des bons résultats. Moi, j'y ai pas du tout cru. J'ai même pensé qu'il fallait lui apporter des oranges en prison. Ça a été ma première idée. Les victimes se recrutaient aussi dans le CP adjacent, tenu par la compagne de l'instituteur. J'ai essayé de joindre la plupart des parents et ils sont venus à la maison avec le collectif. Hello. Bonjour. Alors, attendez. Vous m'avez dit c'était le Véranger, hein? Non, je pense que j'ai pas eu d'appel là encore. Mais ça, c'est une... Et ça a été une réunion, je crois, très très importante parce que ça a permis de saisir l'ampleur du désastre. Oui, oui. Et alors, est-ce que les parents se sont réunis depuis la révélation des enfants? Pas encore. Alors qu'on était devant une évidence de grande maltraitance, tous les adultes autour étaient
bon, je peux mieux comprendre. Ils étaient tellement bouleversés qu'ils ne pouvaient pas entendre. Et donc, je me suis retrouvée avec toute une communauté scolaire qui se fermait devant moi. La communauté de la petite ville, les gens qui tournent le dos, je crois que vous aussi, vous avez connu ça. Et je me suis dit que si on ne faisait pas un réseau de soutien entre parents, les enfants ne parleraient pas et on ne pourrait pas les aider. Et on continuerait à être dans cette banalisation que c'était des petits gestes comme ça, sans importance. Et après tout, beaucoup d'adultes qu'on rencontrait étaient eux-mêmes d'anciennes victimes et banalisaient eux-mêmes. Ce qu'il faudrait déjà, c'est éviter un climat qui empêche les parents qui pourraient apporter ces témoignages jusqu'au bout à le faire. Or, dans notre affaire, immédiatement, l'école a fonctionné en protection. Alors, pour des parents qui sont convaincus, qui croient leurs enfants, c'est très difficile à vivre. Le directeur, il est dans une situation de quelqu'un qui a couvert et donc il va continuer à couvrir. Il va téléphoner aux parents qui sortent effondrés de la brigade des mineurs pour leur dire « Madame, ce n'est pas la peine de le dire à tout le quartier. Croyez-moi, quand vous savez que votre enfant a été abusé, vous n'avez pas du tout envie d'aller clamer ça dans le quartier. Vous avez envie de vous mettre sous votre couette et de pleurer et de réprimer les nausées qui vous prennent. » Et qui traitent ce genre de problème comme des catastrophes naturelles. Et la tornade arrive, ils se mettent tous à l'abri. Si le projet pédagogique n'a pas été touché, ils ressortent des abris quand la tornade a disparu et ils continuent en attendant la prochaine tornade. C'est ce qu'on a ressenti sur plusieurs affaires, quoi. Et nous, en tant qu'association de parents d'élèves, nous nous sommes complètement substitués localement à ce qu'aurait dû faire l'école, l'éducation nationale. C'est-à-dire que nous avons, avec Françoise, convoqué un certain nombre de réunions, d'informations. Et des associations de parents d'élèves qui, en temps normal, alors pour Françoise la PEP, pour moi la FCPE, qui en temps normal, je dirais, ne s'entendent pas particulièrement bien, qui ne défendent pas les mêmes idées, c'est clair. Et bien là, on s'est, sur ce sujet-là, complètement réunis. On a décidé de passer outre les clivages habituels, de politique, je dirais, de politico, je ne sais trop quoi. Ils sont devenus je crois l'enfant ou je ne le crois pas. Je crois les enfants ou je ne les crois pas. Je crois que ça, c'est très très important. Nous sommes enseignantes dans un collège privé et en mars 1995, nous avons reçu des confidences d'élèves nous disant que notre directeur, un frère mariste, se livrait sur eux à des attouchements sexuels. Nous allons aussi découvrir qu'il y a des problèmes de violence au sein de l'établissement. Violences commises par des éducateurs, par des enseignants sur des enfants. On n'avait absolument rien remarqué, ça a été un véritable choc, on ne s'attendait absolument pas à ça. Par contre, les élèves avaient déjà parlé manifestement à d'autres adultes. Il est apparu dans le dossier qu'un surveillant, au moins un, était parfaitement au courant et il n'a rien fait. Et de façon, là encore, étrange, la justice ne l'a pas interpellé. Les familles furent informées par la presse, jamais par l'établissement. Et la première circulaire qui est sortie de l'établissement les informant mentionnait simplement que ce frère n'était plus en fonction sans en donner les raisons. Donc dès le début de l'affaire, on va noter le silence de l'institution. Les choses se compliquaient dans la mesure où on avait affaire au directeur de l'institution et qu'il fallait protéger les enfants parce qu'ils étaient dans un cadre fermé et que ce directeur, cette personne, avait toute autorité sur eux et toute autorité sur nous également. Au sein du collège, il y a une radicalisation immédiate d'un groupe quasiment majoritaire d'enseignants qui s'est refusé à croire les enfants. Donc on a absolument tout entendu, à savoir que, d'abord les enfants affabulés, ensuite qu'ils provoquaient, et troisième hypothèse, qu'ils étaient manipulés. J'ai parfois été empêchée de faire cours. J'ai été jetée d'une salle par un comité d'accueil qui était relativement musclé, comité d'accueil composé d'enseignants et de surveillants. Des élèves ont été menacés. En fait, un élève qui venait nous parler
subissaient des pressions en fin d'année. Donc même pour les élèves, nous étions devenues dangereuses. On s'est trouvé complètement désarmés et terriblement seuls. Et la seule chose qui a fait peut-être qu'on a continué, c'est que quand même au départ, on était 2. Il faut quand même dire une chose, c'est que nous ignorions absolument tout, même du signalement, jusqu'à son existence. Nous ne savions absolument pas quoi faire, donc il a fallu aussi glaner des informations, ne serait-ce que pour savoir qu'est-ce que l'on fait dans ce cas de figure. Quand un enfant vient se plaindre vers vous de maltraitance physique ou sexuelle, les enseignants ne sont pas formés pour leur répondre. Les assistantes sociales, on ne les rencontre pas nécessairement. Nous sommes d'une école où nous n'avons pas d'assistante sociale. La médecine scolaire, on n'a jamais vu un médecin scolaire depuis des années. Que faire ? Le médecin scolaire, dans notre cas particulier, a déclaré immédiatement, quand nous l'avons jointe, nous étions 2 médecins parentes d'enfants, elle a dit immédiatement « Je ne suis pas compétente ». Je ne lui en veux pas pour cette phrase parce qu'elle disait une phrase vraie. C'est quand même fort gênant puisque maintenant la médecine scolaire s'appelle Service de promotion de la santé en faveur des élèves et qu'effectivement leur mission a changé et que plutôt que de faire poids, tension, vision, etc., leur mission leur incombe de faire le dépistage des enfants maltraités. Donc, en ce qui nous concernait, on n'y était pas du tout. Toutes les semaines, j'allais la voir et je lui expliquais qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que les enfants disaient, qu'est-ce qu'il apparaissait à l'instruction, pour signaler ces fameux signes de souffrance des enfants. Parce que comme les enfants, en fait, ne parlent, quand on dit le dévoilement, ils parlent, mais un peu. Et ça va prendre du temps pour qu'ils disent beaucoup de choses. Et nous, ce qu'on a vu entre parents, c'est que chaque fois qu'un enfant allait révéler quelque chose, il n'était pas bien avant, il n'était pas bien pendant, et que petit à petit, il était de nouveau bien. Il y a eu une volonté de certains parents très minoritaires de se réunir pour constituer une association. Et on leur a interdit de se réunir dans l'école. Non seulement on ne les a pas aidés, mais en plus on a essayé de les éjecter, de les faire sortir et de faire que ce petit groupe éclate. Il est justement important que les associations de parents d'élèves se portent partie civile dans des cas comme cela, pour tous les enfants, l'ensemble des enfants, parce que ces enfants-là, qui sont encore dans le déni, mais quelque part ils sont quand même en attente de quelque chose, hein, et je pense que le procès pour eux c'est quelque chose de très important, même s'ils ne peuvent pas parler aujourd'hui, ils pourront parler plus tard. De toute façon, les choses auront été nommées, peut-être pas chez eux, peut-être à l'extérieur, mais elles auront été dites, elles auront été nommées, et ça c'est important, je pense. Voilà. Oui, je voudrais quand même revenir aussi sur les conséquences sur les enfants. Certains présentent des troubles extrêmement graves. Anorexie, tendance suicidaire, tentative de suicide. L'échec scolaire était aussi très très évident chez la plupart d'entre eux. Ils se sont livrés à des jeux sexuels. On a vu un enfant déculotter un de ses camarades. Et la réponse des enseignants à ce moment-là, ça a été de renvoyer cet élève au lieu de se demander pourquoi il agissait ainsi. Nous avons alerté le Conseil général en vertu des dispositions de la loi de 89. Réponse du Conseil général, c'est pas notre affaire. Nous avons informé l'inspection académique. Pas de réponse. Là, je suis en arrêt maladie depuis quelque temps parce que la pression a été trop forte. Et Elisa est au chômage. Je crois qu'aujourd'hui, s'il y a une chose que l'on peut dire, c'est qu'on a cette volonté d'aller jusqu'au bout pour que la vérité soit dite. Parce que depuis 1 an et demi, on essaie de nous faire taire et que l'on a vraiment envie de dire ce qui s'est passé. J'ai été transférée aux urgences d'un hôpital de la région parisienne pour tentative de suicide, où l'on m'a fait un lavage d'estomac. Vers minuit, j'ai entendu la porte de ma chambre se refermer. J'ai vu l'infirmier
qui m'a réveillée. Et il est venu, il s'est approché de moi. Il a commencé à m'embrasser, à me caresser. Moi, je ne pouvais pas bouger puisque mon bras gauche était maintenu en raison de la perfusion. Et il m'a maintenu la main droite, donc je ne pouvais plus rien faire. Et j'ai été donc obligée de lui faire une fellation. Je travaille moi-même à l'hôpital. Enfin, sur le moment, quand on reçoit une information comme ça, c'est un peu... On la reçoit un peu comme une blessure pour soi-même aussi, en tant que femme, en tant qu'être humain. Et c'est pour ça que Dominique est importante pour moi, parce que ça a été la première personne en France à qui j'ai osé très rapidement parler de ce qui m'était arrivé. Je pense, d'une façon générale, les gens ne veulent pas de vagues, ne veulent pas se démarquer, ne veulent pas prendre position. Bon, c'est vrai que c'est assez simple, puisqu'on travaille avec le corps, quelle que soit la profession concernée. Et les patients sont en situation de faiblesse. Donc effectivement, un esprit pervers peut très bien profiter de cette situation. Et je pense qu'il faudrait commencer à en parler effectivement, le signaler, afin que chacun soit vigilant sur le comportement curieux de l'un d'entre nous. Et pouvoir le signaler, ou alors... Si on ne fait pas des fiches de signalement, si on ne dénonce pas, on laisse la porte ouverte à ce que ça continue, ce que ça recommence. Et voilà, moi je leur en veux terriblement pour ça. Je reste intimement persuadée que mon fils n'aurait pas subi d'agression sexuelle s'ils avaient parlé, s'ils avaient fait quelque chose pour le premier. Le deuxième violeur n'aurait pas agi. Moi je pense. Il aurait su qu'on ne pouvait pas se permettre ce genre de choses. Mon fils handicapé moteur était scolarisé dans un service de rééducation d'un hôpital parisien. Il a subi des violences sexuelles de la part d'un aide-soignant. Et en fait, il s'avère que mon fils n'est pas le seul touché, qu'il y a eu plein d'autres enfants. Je pensais que ça pouvait pas arriver. Enfin, moi, je restais avec une image du physique tellement déformée que je ne pouvais pas imaginer. J'ai lu pas mal de documents sur les abus sexuels et je m'aperçois qu'en fait, que les enfants handicapés font partie d'une population à risque. Ils auraient pu nous aider à réfléchir là-dessus si vraiment ils étaient conscients que ça pouvait exister et surtout pas vouloir protéger l'institution, donc ne rien dire, faire comme si ça n'avait pas existé et dire, comme j'ai entendu dans toutes les conversations qu'on a eues, « Oh, j'ai jamais vu ça, dans 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu un problème comme ça », alors que c'est pas vrai, puisque 2 ans avant, il y avait eu problème comme ça. Je veux dire, quand on entend ça, on se dit « Mais pourquoi n'ont-ils pas parlé ? Pourquoi ?» En plus, nos enfants avaient des problèmes, pour certains, qu'on liait au handicap. Et en fait, il s'avère que c'est parce qu'ils avaient été violés et qu'ils avaient ces problèmes-là de comportement. C'est prouvé maintenant, puisque depuis qu'ils ont parlé, ils vont mieux. Donc je me dis, pourquoi les médecins n'ont rien dit, n'ont rien fait, pourquoi même l'administration aurait pris en compte tout de suite, sans que ça sache, sans que ça fasse un grand cinéma. Mais je pense qu'ils ont peur d'un retentissement sur le service lui-même, c'est-à-dire c'est pas la mise en cause de la personne propre, mais le service entier va être éclaboussé. Parce que peut-être ils n'ont pas su voir que cet infirmier était comme ça. Et donc ils vont peut-être penser qu'ils ont eux-mêmes une culpabilité dans cette affaire qu'ils ne veulent pas, même s'ils ne sont pas coupables en rien. Ils n'ont pas vu forcément que leur collègue était comme ça. Donc ils ne veulent pas l'avouer à un moment. Et puis il y a un jour où j'ai appris que le procès allait avoir lieu. Et ça a été le grand vide. J'ai eu très peur parce que je savais que j'allais revoir cet homme. Je savais que j'étais confrontée à une machine judiciaire
inabordable, incompréhensible, puisqu'on avait eu pas mal de démêlés avec la justice pour arriver là. Et cet homme qui a avoué les faits, qui a avoué avoir eu une relation sexuelle avec moi, mais qui n'a pas avoué la contrainte, a été relaxé. J'ai touché des dommages et intérêts d'un montant de 75 000 francs. Et je suis sortie de la salle d'audience en me disant j'ai été souillée une deuxième fois. Je crois que l'agresseur de mon fils a été déplacé, donc ne travaille plus dans l'hôpital où les faits se sont passés. Mais je crois qu'il travaille encore dans le cadre de la grande institution. Et ça, c'est quelque chose aussi qui me pose question. Il a été renvoyé de l'hôpital où il travaillait et il a été muté dans un hôpital où il s'occupe maintenant d'enfants, donc des êtres sans défense, ce que je trouve abominable. Je peux pas. Et l'instruction est toujours en cours, on ne sait pas du tout quand est-ce que ça va être jugé. On sait qu'il y a eu des mises en examen, et puis voilà, et puis les violeurs sont dehors. C'est ça, c'est l'injustice de les savoir libres dehors, capables, avec tous les moyens qu'ils ont de recommencer, et puis toi tu restes là avec tes douleurs. Finalement, c'est toi qui es en prison quoi, dans l'affaire, c'est pas tellement eux. Quoi. Puis moi, j'y serai toute ma vie en prison en plus. C'est que, comme je dis souvent, qu'est-ce que je vais leur dire, moi, à mes enfants, quoi, le jour où ils seront... Parce qu'il va bien falloir que je raconte, de toute façon. Il n'est pas question que je taise quoi que ce soit. Je suis née dedans, j'ai grandi dedans, et puis je n'ai compris que 24 ans après, finalement, que j'étais pas du tout obligée quoi, de supporter tout ça, pas du tout obligée de le vivre. Et alors là, après, ça s'est fait très vite par contre. Hein, là, il m'a fallu 1 an pour tout foutre en l'air, quoi, pour tout dénoncer, pour tout. Donc, à fur et à mesure que je racontais au service de police, je sentais bien que j'avançais. Et puis, en même temps, je me découvrais moi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, toute ma féminité, qui était inexistante, bien entendu, hein, a complètement explosé aussi. J'ai viré toutes mes fringues, j'ai changé mon appartement. Enfin, ça a été un changement brutal, quoi, dans tout, dans ma façon d'être, ma façon de... La DAS dans cette affaire, qu'est-ce que tu en Alors, peux dire ? la DAS, je me suis dit, ce serait bien qu'ils soient au courant quand même, hein, parce qu'on en a eu des entretiens, on en a eu des confrontations difficiles, etc. Donc je leur ai tout d'abord envoyé une lettre de 10 pages, en résumant en gros ce que j'avais vécu, et dans la première et dans la deuxième famille. Je n'ai pas eu de réponse immédiate. Je me suis dit, tiens, curieux. Ce n'est qu'au bout de 3 mois que j'ai reçu un message sur mes répondeurs de la directrice de la DAS me demandant de la rappeler. Donc je l'ai immédiatement rappelée. Et là, elle m'a dit, oui, il m'a fallu longtemps pour décrocher mon téléphone et pour t'appeler, mais j'aimerais qu'on se voie, etc. Ah ben, elle dit, on a tout imaginé tout concernant, mais jamais le viol. Et là, elle m'a expliqué que même voyant que ça se passait mal avec les épouses, on a conseillé aux maris de resserrer leur surveillance et leur éducation te concernant, et en fait de te prendre plus en charge. Alors évidemment, ça a été fait, ça c'est clair. C'était fait. Hein. Ça s'est fait très vite en fait. Dès que j'étais implantée définitivement dans cette famille, donc à la fin de l'année scolaire, ça a été le tour du second mari, quoi. Mais il faut dire que les contacts n'étaient pas terminés avec la première famille. C'est-à-dire que la DAS insistait encore pour que, disant qu'il y avait un grand attachement, pour que je continue à avoir la première famille. Donc j'avais les deux. J'ai eu des crises pas possibles, quoi. Hein. J'hurlais, je fuguais, je cognais partout, enfin bon, etc. Et je suppliais les amis, je leur disais, mais vous ne pouvez pas m'enlever de là, ils sont tous malades, etc.
Et les gens compatissaient, c'est-à-dire beaucoup me disaient « Oui, Chimène, on comprend, mais tu sais, on peut pas faire autrement, on n'a pas le droit, nous, c'est eux qui t'accueillent, etc. » Enfin, j'ai toujours trouvé un réconfort à l'extérieur, comme si j'avais pas besoin de dire les choses, en fait. Et c'est pour ça que je les ai jamais dit, certainement, c'est que ça m'a fait comprendre bien plus tard que tout le monde savait, mais qu'effectivement, les gens, par peur ou autre chose, ne dénonçaient pas, en fait. Il y a des institutions à l'heure actuelle qui sont régies par des pédophiles, et ça tout le monde le sait aussi, mais personne n'en parle, quoi. Ça a été pour moi une découverte, mais je me suis aperçue que c'était en fait beaucoup plus courant qu'on ne le pensait. Et que moi, petite Chimène, avec mes problèmes finalement à l'intérieur de cette DAS, j'étais quoi, une goutte d'eau dans un océan. C'est désespérant quand même, je trouve. Moi, c'est un côté très... Nous avions l'exemple de ce genre de choses qui se passaient en institution. Il fallait protéger notre institution de ces dérives. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu former nos amis bénévoles et surtout informer. Moi, j'avais retenu de la première formation les 3 phrases clés. 1, je te crois. 2, tu n'es pas coupable. Et 3, on va essayer de voir avec toi pour que ça s'arrête. On porte plainte et on suit. Ce qui est important, c'est que les 2 choses soient faites, l'acte juridique et l'acte de soutien et de reconnaissance de la dignité de l'enfant dans sa démarche. Dans le cas, il y a une personne, un accompagnateur, qui a pratiqué des attouchements sexuels sur des jeunes filles de 8 à 10 ans. C'était quelque chose de traumatisant parce que ce bénévole, nous avions entièrement confiance en lui. Et l'assistante sociale m'a dit qu'il fallait toujours croire les enfants, que les enfants ne mentaient jamais. Et là, je me suis dit qu'il fallait quand même faire quelque chose et très 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 vite. Donc je suis allé porter plainte auprès de la police très rapidement. Et ensuite, les faits se sont avérés exacts avec plusieurs autres enfants. Notre travail, c'est de pouvoir parler d'une chose qui fait horreur. Nous sommes conscients que ça existe. Nous avons osé le dire dans une maison qui est convenable, qui veut s'occuper des petits-enfants d'une façon chaleureuse. Nous avons osé. C'est pour ça que j'ai employé le terme « oser ». C'est pas évident de pouvoir oser.